Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Comment tout tu le vas? monde. Ça va très bien, ça va très Il y bien. a la forme Toujours. et le week-end. Le week-end, ça a été. C'était un très bon week-end. Il n'y a pas eu trop de soucis. Ça a été. Ça veut dire quoi? On va apprendre à parler comme le blanc. Le week-end s'est bien passé. J'ai eu Il avait les Non, hautes. apprendre à exprimer ce qu'on a vécu. Ah, oui, bon. La fois il avait les Voilà, hautes ça, vestes. c'est quand tu assistes au pétage de plomb des supporters de l'air. Non, c'était terrible. C'était invivable. D'abord, ils n'ont même pas gagné. Mais en plus, les gars, ils ont étaient fait. énervés. Vraiment. Ils sont venus pour casser la France. C'était la Les Blancs, cata, hein. les Blancs, ils vivent pas le foot comme nous. Hein. Ouais. C'est Oh. la passion. Non. Parce que tu sais qu'ils Nous payent sommes quand même des les blagueurs. cotisations pour participer, pour être supporter des équipes. Il y a des cotisations qu'on verse quand on est dans une association. Donc, du coup, ça. Ça, c'est quand tu es dans l'association, mais même quand tu n'es pas dans l'association. Il y en a qui se suicident là-bas. C'est pas nos choses-là. Ok, Mosley, donc ce matin, on va parler de quoi dans la Alors, rubrique très bien, Urban, ce Mosley? matin, nous allons aborder la question du calendrier électoral. Avec Tu tout sais ça, que. il t'a même pas un peu dit ce qu'il a fait le week-end. Je- Ben, Quand même, t'as- j'ai dit, à travers les, ça veut dire que j'ai regardé le match. Les matchs, C'est c'est ça, là, l'euro. c'est le match. C'est vrai, on a regardé C'est pourquoi tu l'euro. avais les vestes tout le week-end à cause du match. Pas la veste, les Non, vestes. non, Ingrid. Bon, ça Oui, va. parce qu'on était à un séminaire, voilà. Alors, Voilà. C'était même pas le week-end, c'était durant la semaine, voilà. J'aime pas trop les vestes, mais bon. j'en avais Comment tu as vécu ton entretien avec Alain Foka? Ben, comme tout le Comme monde. un poisson dans l'eau. Comme quelqu'un qui a souvent eu le plaisir de l'écouter au niveau de RFI, C'est un donc historien à la radio. ou juste un Non, journaliste? il est diplômé de sciences politiques, mais également doublé d'une casquette de journaliste. Et c'est quelqu'un qui, je crois, à sa manière, essaie un tout petit peu de participer à la construction de l'histoire africaine. C'est vrai, comme lui-même le disait, que beaucoup pourront penser qu'il n'a pas su peut-être traiter les sujets qu'il présente souvent, ou bien qu'il ne présente pas souvent ces sujets sur le regard ou avec les méthodes historiques, mais il essaye quand même à sa manière en tant que journaliste. C'est d'ailleurs un exploit, c'est très rare. Chez nous, par exemple, il n'y a que quelqu'un comme Ali Renal Ranjumba qui le fait de temps en temps. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus pour des reportages sur les personnalités politiques, mais on n'a pas, ou encore le défunt... Comment il s'appelait? Il était également à la presse présidentielle. Lazare Lazare. Ce sont les quelques rares qui ont essayé de faire dans ce genre de registre. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de ce type de journalistes, ce type de personnages qui, au moins, essayent de se battre pour faire en sorte que la jeunesse ou la jeune génération ait les outils historiques qui lui permettent soit de critiquer le passé de son pays ou encore de se projeter dans le futur à travers les erreurs des dirigeants ou même encore des points positifs que ces dirigeants de nos États ont eu à produire. La Donc, reconstruction documentaire. Il n'y a pas beaucoup de journalistes gabonais qui font ça. oui, il y a très peu. Il y a très peu. Il y a les documents. Déjà, quand on parle même de documentaire au Gabon, c'est un style journalistique qui n'est pas très, très, très développé. Nous, on fait quoi, la chronique? On fait beaucoup plus dans le reportage. le reportage. Mais une succession de reportages peut t'emmener à rentrer dans la reconstruction documentaire. Oui. Si tu as fait un reportage on va dire ça commence sur les accidents de la circulation en 2001, tu fais un reportage sur les accidents de la circulation en 2002, 2003, 2004. Au bout de 10 ans, tu peux faire une reconstruction documentaire avec des statistiques. Exactement, avec l'empilement des différents traitements, ça peut faire un documentaire. Mais souvent, chez nous, le problème aussi, c'est que nous qui sommes dans le monde des médias, ou encore les journalistes qui sont spécialistes du domaine, parfois manquent de beaucoup d'informations et de courage pour monter eux-mêmes leur propre boîte de production. Et c'est ce qui fait la différence avec l'Occident. En Occident, ils ont la majorité des journalistes qu'on rencontre dans les grandes chaînes de télé à l'international ou radio ont leur maison de production. On voit par exemple Alain Foka qui a Phoenix Productions. C'est ce qui lui permet de réaliser Archives d'Afrique. C'est ce qui veut dire qu'en réalité, sa maison de production vend les contenus à RFI. En réalité.
Et c'est ce qui se passe souvent pour beaucoup de journalistes. On a vu, par exemple, Michel Drucker, on a vu Question pour un champion. Ce sont d'autres structures qui produisent et revendent les productions aux chaînes de télé ou de radio. Mais chez nous, on n'a pas encore atteint cette étape. On a encore juste des gens qui sont fonctionnels, quoi. Genre, je suis journaliste, je fais juste du journalisme. Et puis, ils ne pensent pas à mettre en place des structures qui leur permettent eux aussi d'être autonomes ou de pouvoir plus ou moins monnayer un peu plus leur production ou leur travail. Mais en réalité, c'est aussi parce que nous avons beaucoup plus de fonctionnaires. De fonctionnaires aussi dans le journalisme dans notre pays, parce que quand vous regardez le paysage national, vous allez vous rendre compte que la majorité des journalistes que nous avons sont beaucoup plus entre la RTG, Gabon Télévision, Radio Gabon, aujourd'hui Gabon 24 et consorts. Ils regroupent le grand nombre de journalistes que nous avons dans notre pays. Les autres qui sont dans les structures indépendantes, bon, après, c'est juste pour vivre, quoi. Et du coup, ça fait qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à rendre notre activité professionnelle, c'est tout simplement parce que beaucoup se retrouvent encore dans cette réalité-là où on se dit qu'on peut avoir une meilleure retraite, on peut avoir des avantages. Donc, dans l'ensemble, tu as été très satisfait de votre rencontre? Moi, j'ai été satisfait de rencontrer Alain Foka parce que ça nous a permis non seulement d'aborder des questions liées à l'histoire post-coloniale du Gabon, et on sait que le personnage qu'il a décidé de couvrir à travers son coffret, c'est un personnage assez fascinant. Omar Bongo, quoi qu'on en dise, c'est quelqu'un qui a longuement marqué et c'est lui qui fera, on va dire, l'actualité à chaque fois qu'on parlera du Gabon post-colonial, parce que Léon Bana fait à peu près 6 ans de règne. Lui, il a fait 42 ans. Et 42 ans ne s'effacent pas d'un coup de baguette. Il faudrait que ça soit bien ou mal. Que ça soit en bien ou en mal. Et il faudrait qu'on ait quelqu'un qui, par exemple, pourrait briller par un élan de développement plus poussé que ce qu'il aura fait, ou même s'il a un court règne, mais peut-être la qualité des infrastructures qu'il pourra offrir fera qu'on remplace un tout petit peu la prépondérance d'Omar Bongo sur l'histoire du Gabon, de la jeune nation gabonaise. Mais qu'à cela ne tienne, qu'il ait eu des points positifs ou négatifs, mais ce qui reste, c'est que c'est quelqu'un qui a eu un long règne qui a eu beaucoup d'événements et beaucoup de situations qui ont fait qu'aujourd'hui, le Gabon est presque dans l'inconscient, a presque un rapport, on va dire, direct avec la personne d'Omar Bongo. Et c'est ce qui ferait qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les gens parler dans les quartiers, et même le leitmotiv des gens qui sont dans l'opposition, sans être dans l'opposition de façon officielle, mais quand vous allez dans les quartiers, vous posez des questions, vous pouvez discuter de tout et de rien, mais la seule chose qui sortira des discussions avec les gens, c'est qu'on ne veut plus d'un Bongo. Pourquoi? Parce que le long règne d'Omar Bongo a tellement marqué l'histoire du Gabon, les esprits, qu'à un moment donné, bon, ça fait comme si on avait une pilule à travers la gorge qu'on ne voudrait plus l'avaler. Donc du coup, c'est un peu ça le problème aujourd'hui. Mais le point fort d'Alain Foka, c'est d'avoir fait en sorte que, au moins, l'histoire de ces personnages-là soit retracée et que ça soit finalement quelque chose qui va servir demain, parce que lui, il a fait un travail journalistique qui renvoie à son domaine et un peu d'analyse politique, puisqu'il s'agit évidemment aussi de quelqu'un qui est diplômé de sciences politiques. Mais c'était pour lui un moyen de faire en sorte que la jeunesse ait au moins des éléments qui pourraient être des éléments qui vont leur apporter de la matière pour ceux qui vont s'orienter en sciences politiques, parce qu'ils voudraient connaître la pensée politique d'Omar Bongo, l'histoire politique d'Omar Bongo, sa façon de gérer même l'État, quelle était sa conception de la gestion de l'État. Donc c'est d'où la raison de ce coffret. On espère tout simplement que les historiens, les étudiants et toute autre personne passionnée d'histoire politique ou de questions politiques en rapport avec le Gabon pourra certainement trouver certaines réponses liées à l'histoire de notre pays dans ce coffret-là, et même l'histoire privée même d'Omar Bongo dans ce coffret. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'histoire, nous parlons du calendrier électoral. De l'histoire du calendrier calendrier. Tout ça, là, c'était seulement quand tu fais le week-end. Voilà. Donc, aujourd'hui, on parle de l'histoire du calendrier électoral. Non, nous parlons du calendrier électoral. Donc, on t'écoute. Donc, alors, il faut savoir que la commission, la CENAP a eu à siéger récemment où elle a... C'est quoi la CENAP? C'est évidemment la Commission nationale électorale, la Commission électorale nationale autonome
autonome et permanente, Ah, qui est une parce qu'il y a structure... les gens qui ne savent pas. Voilà, je reprends, la Commission électorale nationale autonome et permanente. C'est une, tout le monde le sait, hein, c'est une structure qui a évidemment remplacé la CE, qui est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante qu'on avait il y a eu une époque, qui était chargée de l'organisation des élections en République gabonaise. C'est une structure, on va dire, administrative, parce que son rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure organisation de l'élection, ou bien c'est d'organiser les élections dans notre pays. Ça veut dire quoi, autonome? Autonome, ça veut dire qu'elle est indépendante, qu'elle gère... aucun parti politique. En principe, c'est ça le réel fondement de cette structure-là, c'est qu'elle est constituée de personnes qui n'ont peut-être pas d'attache, notamment son premier responsable. Il devrait être un haut cadre de la République ou quelqu'un qui a, par ses états de service, a prouvé aux yeux de la nation qu'il avait un sens supérieur de la gestion de la chose publique ou bien de l'équité. Donc, c'est pourquoi souvent on a toujours l'habitude de choisir pour la direction de la CENAP quelqu'un, on va dire, de neutre. Justement, bien sûr. Les personnes qui travaillent à la CENAP, elles sont nommées. Qui Oui. travaille là-bas en réalité? Elles sont nommées puisqu'elles sont. Il y a des propositions après qui sont validées en Conseil des ministres. Et ensuite ils prennent fonction. Donc déjà même le président est nommé, je crois après il fait des propositions pour avoir des membres. Mais souvent, ce qu'il faut dire, c'est que la CENAP, au-delà de son président, les autres membres de la commission ou du collège qui dirige la commission sont souvent proposés par les partis politiques. Vous aurez un représentant de la majorité, un représentant de l'opposition à chaque fois. Donc c'est ce que je voulais entendre, voilà. En fait, que tous les partis sont représentés d'une certaine manière. D'une manière ou d'une autre, Okay. voilà. Donc, au-delà parfois du premier responsable. Donc, on se retrouve là dans une situation où cette commission-là, évidemment, elle a siégé récemment. Et elle a rendu public le calendrier électoral qui s'étend, on va dire, la date butoir, par exemple, pour le dépôt de candidature est fixée au 12 juillet. Ouais. Et la campagne électorale devra commencer le 13 août pour qu'on ait l'élection présidentielle le 27 août. Mais entre-temps, il se trouve qu'il faut quand même resituer cette histoire de calendrier électoral parce que quand on voit juste l'aspect qui renvoie, évidemment, au fait qu'on enregistre des candidatures, par après on débute la campagne et on a l'élection, mais il y a tout un tas de choses qui se font autour parce que vous savez qu'il n'y a pas d'élection sans liste électorale. Oui. Voilà, il n'y a pas d'élection sans liste électorale et à partir de là, c'est... Est-ce que les listes électorales sont déjà faites? Oui. Il y a eu 2 révisions déjà depuis le début d'année, même s'il faut le préciser que la liste électorale, elle est permanente. Ça veut dire que quelqu'un peut apporter des modifications en temps voulu. C'est-à-dire que si vous êtes aujourd'hui inscrit à Popa, et que finalement vous partiez de Popa et vous vous retrouvez à Libreville, n'ayant plus la possibilité d'aller effectuer votre vote à Popa en fonction des moyens que vous avez, eh bien vous pouvez... prendre attache avec la commission nationale électorale pour pouvoir lui signifier du fait que vous n'êtes plus à Popa, mais que vous êtes désormais à Libreville et que vous êtes, par exemple, vous habitez le Cocotier. Ouais. Donc, c'est qui sous-entend que vous êtes désormais électeur du 2e arrondissement et vous adressez donc, comme Jean-Paul qui était à Franceville, maintenant, après, il doit voter à Libreville. Il doit voter à Libreville. Okay. C'est une procédure. Là, on peut le faire hors la période de la révision de la liste. C'est légal. C'est légal. Okay. C'est administratif, c'est légal. Mais non, il y a aussi la période de révision des listes. Vous avez aussi la possibilité d'aller vous faire signaler auprès on va d'un centre de vote, d'un bureau de vote où se passe la révision. Souvent, c'est dans les mairies que ça se passe quand il s'agit de la révision pour pouvoir s'inscrire. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Donc, il y a déjà eu cette première phase qui a eu lieu d'abord au mois de janvier, puis récemment au début du mois de juin. On a eu 2 révisions déjà. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que on se retrouve là dans une situation où nous savons tous, et c'est là le grand point, parce que beaucoup attendent la période du dépôt de dossier de candidature. Une chose est de déclarer sa candidature, une autre est de se voir la candidature validée. Donc du coup, c'est ça que beaucoup de gens, c'est la période déjà qui va bouger d'ici le 12. On aura évidemment beaucoup d'activités allant dans ce sens, étant donné que j'ai voulu m'appesantir sur cette date butoir du 12, tout simplement parce que beaucoup
beaucoup aujourd'hui font des sorties. Vous savez que le week-end dernier était un week-end très mouvementé en activité politique, non seulement de la part des candidats aux législatives partielles qui auront lieu le 18 juin prochain, mais également de certains candidats. On ne sait plus aujourd'hui si c'est à la candidature ou directement candidat à l'élection présidentielle comme Casimiro Oyemba qui a tenu une conférence de presse au niveau du siège de l'Union nationale ou encore Ginzumba Ndama qui était du côté de Ntchorere. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est parce que en regardant le rendu du discours d'Oyemba, dans son discours, il disait que il a déjà saisi la majorité des candidats, donc disons évidemment de l'opposition, pour pouvoir travailler ensemble afin qu'ils aient une dynamique qui pourrait arriver à la disqualification de la candidature d'Ali Bongo. Et c'est ce qui nous intéresse parce que c'est quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Nous savons que tout le monde se bat pour ça dans l'opposition. C'est vrai que ce sont les terminologies qui changent au niveau de la dynamique qui est autour de Ping, on parle de disqualification. Au niveau évidemment de l'Union sacrée pour la patrie, on parlait de la DTE, donc de la DTE qui consistait à la destitution d'Ali Bongo, puis assurer une transition et puis finalement organiser une élection. Mais on voit que cette terminologie aujourd'hui, cette typique DTE ne tient plus. Parce que les délais qui avaient été accordés aux candidats déclarés à Ali Bongo ont expiré. Et jusque-là, on n'a pas eu de manifestation réelle sur le terrain, au-delà des actions ponctuelles dont parlait son président, qui est le professeur Albert Ondossa. Mais jusque-là, on voit que sur le terrain, rien n'a bougé. Les choses sont toujours là. Et la sortie de Yemba est intéressante parce que lui, déjà, de prime abord, beaucoup se posent la question. On se demande s'il est candidat à la candidature au sein du Front uni de l'opposition, qui est aussi proche de l'Union nationale. Mais il a été investi par l'Union nationale. L'Union nationale, pas pour être candidat, d'après les retours que nous avons. Et d'ailleurs, il avait précisé dans le cadre de l'entretien. Non, mais pas des retours. L'Union nationale, ils disent quoi concrètement? C'est leur candidat ou c'est pas leur candidat? C'est leur candidat, mais pour la candidature du Front. Okay. C'est pour la candidature au sein donc, du Front. Au sein du Front, il y aura la candidature. Il y aura. Mais donc, il y aura une candidature unique. Et au niveau du front dirigé par le professeur Pierre-André Kombila, je crois bientôt ça. Oui, son mandat va expirer, puisque c'était de l'ordre de 6 mois. Bon, on espère peut-être que bientôt ça va expirer. Donc là, on se retrouve dans une posture quand on écoute le discours de Yemba lors de la conférence de presse. On a l'impression qu'il nous dit que lui, il est candidat déjà à l'élection d'août. À l'élection d'août. Ou peut-être qu'on veut nous faire comprendre que finalement dans le front, il ne pourrait pas avoir des personnes qui pourraient être des challengers. On ne sait pas, mais on attend voir, puisqu'il y a quand même l'UPG de Moukani Wangou qui est là, il y a le RNB, évidemment, de Pierre-André Kombila qui est là, et il y a plusieurs autres petits partis qui sont dans le même front. Il y a également des personnalités comme Adjaïno et consorts. On ne sait pas, même si jusqu'à maintenant, on n'a pas eu des velléités, par exemple, de la part d'Adjaïno, de pouvoir briguer un mandat présidentiel. Donc, du coup, on se pose la question parce que il dit qu'il a saisi tous les candidats déclarés déjà. Et là, ça pose problème parce que nous, au sein de la population, quand on essaie de lire, les gens ne comprennent toujours pas cette relation-là. Est-ce qu'il est candidat à la candidature du Front ou il est candidat à l'élection du 27 août? Là, personne ne sait jusqu'aujourd'hui. J'étais encore chez mon barbier hier, j'ai trouvé, il faisait le même débat. Au coiffeur, s'il te plaît. Oui, chez mon coiffeur hier, les jeunes faisaient le même débat. Est-ce qu'il te coiffe, c'est moi la barbe. Et surtout qu'il... Oh, pardon. C'est pas moi qui ai inventé le terme. Donc, c'est triste. J'étais chez mon coiffeur hier, les jeunes qui revenaient. Les jeunes Gabonais. D'ailleurs, les jeunes qui revenaient du meeting de Ginzumba Ndama. Avec les chaises blanches sur la tête. Oui. Ça c'est une histoire drôle. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation à l'ancienne Sobra, c'est comme ça. Du moins au complexe Oréré. Parce que tout simplement, on miroite aux jeunes qui vont participer au meeting des espèces au nom des trébuchons qui de 5 000, 10 000, 20 000, mais qu'à la fin, lorsque le leader est parti, ceux qui sont là chargés de finalement remercier qu'ils sont venus finissent par leur donner des pièces. On va dire ça comme ça. En monnaie de singe. Ils sont payés en monnaie de singe et ça fait que souvent, ça dégénère. Et en dégénérant... Mais j'ai assisté ça hier parce que j'étais chez le coiffeur junior. J'ai même mis la pression pour qu'il finisse ma tête parce que j'avais peur que ça n'aille en cacahuète. Mais c'est pas
la première fois. Moi, je me rappelle. C'est parti en sucette. Moi-même, j'ai été témoin de ça. J'ai même préservé certains. On craignait que ça n'aille en cacahuète, mais c'est parti en sucette. Les chaises, c'est en récompense du travail fourni, du déplacement. Tu n'as pas donné le bien. Après l'effort, le récompense. Voilà, comme il dit, tu m'as pas donné mon argent. Bon, je prends les chaises. Au moins, tu iras rembourser à la structure à laquelle tu as pris. Après l'effort, le réconfort. Il n'y a pas plus qu'une chaise pour t'offrir le réconfort. Non, mais c'est pas le Congo, ça, j'ai assisté ça hier en live, direct, quoi, direct, tu vois. Et du coup, j'ai eu peur. Alors, donc, cette question est toujours d'actualité. Le fait qu'on ne sache pas réellement quel est l'objet de l'investiture de Yemba. Est-ce qu'il s'agit de la candidature au sein du Front ou de la candidature directement à l'élection présidentielle? Parce que les discours qui sont pondus, ça et là, prêtent à confusion. Je crois qu'on gagnerait dans son camp à préciser cela. Ensuite, lorsqu'il dit qu'ils vont se retrouver dans le cadre de l'opposition, des candidats de l'opposition, on se retrouve bien dans une situation où nous, pour avoir fait le séminaire la semaine dernière, il y a une vérité qui est apparue. Et pendant longtemps, on ne comprenait pas pourquoi, effectivement, on se retrouvait à discuter avec certains qui estimaient que finalement, le discours qui était celui de l'opposition, et même dans l'opposition, il y a certains qui trouvaient que la DTE, par exemple, c'était une utopie, c'était juste un discours populiste, un discours électoraliste, mais qui n'avait rien de concret dans les fondements. Et surtout, quand on connaît le processus électoral chez nous, on peut comprendre les organes qui gèrent la question électorale chez nous. On se retrouve dans une situation où la candidature d'Ali Bongo aujourd'hui, on peut le dire parce que beaucoup pensent que parce qu'ils ont eu à donner le discours que ça va forcément aboutir. Et je crois que c'est ce qui fait que les autres candidats, en dehors de ceux qui appartiennent à l'Union sacrée pour la patrie, les autres candidats ne mettent pas trop l'accent sur ça parce qu'ils se disent qu'ils soient candidats ou pas, de toutes les façons, eux, ils doivent s'engager, que sa candidature soit... Il y a une chose qui est claire, c'est que la candidature sera retenue. C'est pas que c'est moi, je suis pas militant, c'est pas mon problème. Mais on explique aux jeunes qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où le fait qu'Onaïda ait initié une procédure judiciaire au niveau de Nantes, mais également qu'il y a eu la même chose sur le plan local, a fait que finalement aujourd'hui, parler de disqualification d'Ali Bongo sera difficile. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une période de validation des candidatures. Alors, la CENAP, tous ceux qui vont se présenter pour se porter candidat à cette élection vont déposer les dossiers auprès de la CENAP. Et il y a une commission. Au sein de la commission, c'est vrai, c'est une commission qui regroupe toutes les composantes du monde politique au niveau de notre pays. Mais il y a une situation qui est là. C'est que la commission elle-même, en son sein, n'est pas habilitée à juger du statut juridique des individus ou à remettre en cause le statut juridique des individus. Mais il peut y avoir des contestations au sein de la commission, des gens qui pourraient dire cette candidature-là, parce qu'on regarde tel ou tel acte, on a vu, je crois que c'est ce qui a fait que, par exemple, en 2009, lorsque Bongo Bossi a initié le recours auprès de la Cour constitutionnelle, on lui avait dit que ce n'était pas le moment indiqué. Parce que tout simplement aussi, parce que beaucoup parmi les opposants ou dans la société gabonaise de façon générale, ignorent le code électoral, ignorent tout ce qui est en rapport avec la Constitution, notamment avec l'organisation des élections, et que parfois, on va nous engager souvent dans des délais qui ne tiennent pas, qui n'ont pas d'assises juridiques. Et du coup, on s'est retrouvé en 2009 avec une contestation ou encore un recours de Bongo Bossi par rapport à la nationalité qui n'avait plus lieu d'être parce que tout simplement, c'est pas à ce moment-là qu'il fallait le faire. Mais aujourd'hui, c'est peut-être le moment indiqué. Mais je vais revenir pour faire le parallèle avec le fait qu'on ait la plainte de Onaïda. Je vais revenir tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, c'est déposer les candidatures. En déposant les candidatures, la commission en son sein a des gens de l'opposition, de la majorité. Maintenant, on peut avoir des opposants qui vont dire, nous, on n'est pas d'accord avec, par exemple, une pièce d'état civil qu'aurait fourni X ou Y candidat, en l'occurrence, Ali Bongo Ondimba. Alors, ce qui va arriver, c'est que, juridiquement, la CENAP n'est pas habilitée à remettre en cause cela. La CENAP aura un délai à peu près de 48 heures, sinon 72 heures, de se référer à la Cour constitutionnelle. Mais c'est pas parce qu'on a eu à nous référer à la Cour constitutionnelle que de facto, la Cour constitutionnelle se déclare compétente à juger, à traiter ce cas. La Cour constitutionnelle, elle peut se décider de son incompétence à remettre également en cause le statut juridique d'un candidat. En l'occurrence, Ali Bongo, pour le cas d'espèce. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aussi, elle a
48 heures, voire 72 heures, également pour saisir les juridictions judiciaires. Mais les juridictions judiciaires ont déjà statué en la matière. Voilà où nous voulons aboutir. Voilà. Parce que c'est ça le truc aujourd'hui. C'est que la Cour constitutionnelle, en se déclarant incompétente ou n'étant pas en mesure de rendre un verdict sur le statut juridique d'un individu, va se référer au juge des sièges. Donc, en l'occurrence, le tribunal de première instance de Libreville. Le tribunal de première instance de Libreville ne va que constater. Puisqu'il y a déjà eu un rendu de justice. Et c'est là où aujourd'hui, nous on se pose la question de savoir si la démarche qui est aujourd'hui, c'est des opposants de se cantonner sur cet unique fait politique qui voudrait que Ali Bongo soit disqualifié est réellement probant. Parce que ce n'est pas un discours électoraliste purement populiste. On fait dans la politique politicienne. Électoraliste purement populiste. Voilà. Parce que on fait pitié de nous. On n'a pas fait l'école. Parce qu'on se retrouve là. Avec la démarche qu'on a expliquée tout à l'heure, qui parle de la CENAP à la Cour constitutionnelle et le renvoi au juge des sièges, donc au juridique français. Tu vois, sur les grandes chaînes, on n'est pas couché et tout ça là, on a sommeil. aux juridictions judiciaires et finalement, ayant vidé le contentieux, suite à la plainte d'Onaïda et tout ce qui s'est passé sur le plan local, je crois qu'aujourd'hui, parler de DTE, parler de disqualification, c'est juste pour entretenir l'électorat. C'est juste pour entretenir la population. D'accord. Pour finir. Essayez de faire en sorte que les gens se rallient à notre cause. Il est 10h12. Finalement, on se retrouve dans une posture où, en portant plainte, certainement avec une petite pointe de manipulation politicienne derrière, le procès qui s'est passé à Nantes ou encore celui qui s'est passé à Libreville, puisque le tribunal de première instance de Nantes et celui de Libreville ont décidé de vider le contentieux, ça fait qu'aujourd'hui, ce qui aurait pu être un avantage devient un désavantage pour l'opposition. Parce que de toutes les façons, les juridictions compétentes, notamment, on l'a dit, par exemple, le tribunal de première instance de Libreville, ne pourront plus revenir sur cette affaire. Et du coup, on est là à entretenir une idée qui ne va pas prospérer. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de contradictions au niveau de l'opposition. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, de façon réelle, les opposants ne s'entendent pas. Parce que ceux qui sont de la DTE sont pratiquement désavoués par les autres candidats. On se rappelle, je l'avais déjà dit ici, que Raymond Donsima, lors de sa sortie officielle, avait dit que bon, il s'inscrit quand même, il préfère se préparer parce que si ça réussit, tant mieux. Si ça ne réussit pas, lui, il est toujours prêt pour aller aux élections. Tout simplement parce qu'ayant compris cette démarche, et ce qui fait le problème chez nous, c'est que les hommes politiques, parfois, s'arc-boutent sur des formules qui ne sont pas de nature à faire en sorte que tu vois comme le bois du piège. Qui ne font pas en sorte que les populations soient mieux édifiées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est une réalité qu'Ali Bongo pourra finalement être disqualifié. Le contentieux a déjà été vidé. Donc il faut qu'une fois pour toutes, les populations comprennent cela. Il faut qu'aujourd'hui, on change de registre, que finalement, on s'attend à ce que proposent d'autres dans l'opposition également, aller aux élections. Notamment Ping, quand Ping a commencé sa tournée, les gens disaient que lui, il veut ouvrir le boulevard Ali Bongo pour pouvoir remporter les élections. Non, parce que lui aussi s'est rendu compte de ce fait-là. Que le contentieux ayant été vidé, il sera difficile pour arriver à une disqualification d'Ali Bongo ou encore un rejet de sa candidature à l'élection présidentielle. Ce ne sera pas difficile, ce sera impossible. Impossible, voilà. Donc, il faut qu'on ramène les discours politiques à la réalité. D'accord. Il faut que les gens le comprennent. Nous ne sommes pas là pour dire que ce qui se passe ou ce qui se passera ou ce qui s'est passé est légal. Mais ce que nous disons, c'est que les juridictions ont déjà jugé. Il faut maintenant que les opposants proposent quelque chose de réel, de concret aux populations. Et ce n'est qu'à cette fin qu'on pourra finalement avoir une meilleure lecture des enjeux de l'élection présidentielle d'août prochain, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve encore dans une posture où même ceux qui vous suivent ne comprennent pas. La preuve, ils repartent avec les chaises. Ils repartent avec les chaises. Donc, pour finir, ayons un discours qui peut permettre aux populations d'être matures,
de faire les bons choix. C'est pas parce que vous allez faire la surenchère électorale ou électoraliste ou populiste que finalement les gens vont vous suivre. Non, soyez dans une posture qui vous permet d'édifier. Et c'est en cela, et ce n'est qu'à cette condition qu'on arrivera à rendre service à la population gabonaise pour que finalement elle-même ou d'elle-même elle puisse être capable de choisir le candidat qui lui sied et qu'elle pense qui pourra valablement incarner les valeurs de la République et finalement ancrer le Gabon dans le monde futur. Merci Mosley, merci. Un discours, on ne peut plus. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.